Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau pour un journal, vous le voyez, journal d'info un petit peu particulier à J+1 du premier tour des élections législatives. On va vous faire revivre un petit peu l'ensemble de cette soirée dans les Vosges et au-delà, bien évidemment. On a bien pris nos cachets de Xanax, selon les prescriptions du bon docteur Charmeroy, de l'amuseur amusé de France 5, que l'on salue. Et on accueille, nous, sur ce plateau, Élodie Derdal, notre constitutionnaliste. Bonsoir Élodie. Bonsoir. On va revenir donc largement sur les résultats de ces élections, avec d'abord la première interrogation pour n'importe quel scrutin, c'est la participation. Élodie, on a fait fort, puisque en France et dans les Vosges, notamment dans les Vosges, puisqu'on vote toujours un peu plus dans les Vosges qu'au niveau national, ce score que vous voyez affiché, 67,97%, c'est tout simplement inédit pour un scrutin législatif au XXIe siècle. Exactement, il faut remonter à 1997 pour trouver un score similaire. Donc nous votons davantage et par rapport à la dernière élection, nous marquons plus 18%, 18 points. Alors on va regarder tout de suite la carte des Vosges avec les couleurs politiques qui vont s'afficher sur cette carte pour s'apercevoir que la vague bleu marine effectivement est très nette. Élodie, vous avez compris évidemment les différentes couleurs qui s'affichent. La montagne a résisté, on va le voir un petit peu plus tard avec Christophe Negelen, le député sortant, qui a quasiment fait le grand chelem chez lui. Pour le reste, l'implantation territoriale du RN se manifeste. Ce n'est pas qu'un vote de contestation, il y a véritablement une adhésion et une montée du RN là où il était déjà fort dans la 2e et 4e circonscription en particulier. Alors les sociologues, justement, c'est intéressant ce que vous dites, nous font part de cette peut-être surprise, c'est-à-dire qu'on pensait que le RN allait ramifier et finalement les scores très imposants au niveau national et dans notre région s'expliquent avant tout par un renforcement là où il était déjà très implanté. Donc il y a un effet suiviste, c'est ce que nous expliquent quelques sociologues politiques. Effectivement, donc le vote RN est de moins en moins un sujet de complexe. On affiche le fait qu'on vote RN. Ouais, la parole s'est libérée, clairement. Clairement, on le clame et on s'en vante même. Et puis, il y a aussi le vote des déclassés. On peut parler d'une insécurité sociale. Grosso modo, si on regarde les statistiques, plus les revenus moyens sont élevés, moins on a tendance à voter RN. Donc quand on dit que la sociologie a beaucoup évolué, on l'a beaucoup dit, notamment pour les européennes, avec les classes supérieures qui viennent de plus en plus sur ce vote-là, le fonds de commerce, avec les guillemets qui s'imposent, reste malgré tout les employés, les ouvriers, c'est ce profil-là. Oui, tout à fait. Le portrait robot du candidat, enfin de l'électeur, RN, c'est un homme qui a entre 50 et 59 ans, qui est employé ouvrier et qui travaille, mais qui a des revenus modestes. Donc dans les Vosges comme ailleurs. Allez, on y va circonscription par circonscription, Élodie. On va donc naturellement commencer avec la première, celle du secteur d'Épinal. On voit tout de suite ce que ça donne avec un député sortant d'hiver droite, ex-LR, qui est en ballottage favorable. On peut le dire, on va parler des réserves de voix dans un instant, mais Stéphane Viry a plutôt bien résisté. Plutôt bien résisté, c'est sa 3e élection, il a progressé de 5 points. Mais il faut noter la performance notable du RN qui a progressé de 18 points en 2 ans. Donc Pierre-François, qui était dans la 3e circonscription, est venu dans la 1re et ça lui a plutôt réussi. En revanche, la gauche stagne, bien évidemment, elle a même légèrement régressé. Avec donc pas de triangulaire, vous l'avez tous compris maintenant dans les Vosges. Alors on va rappeler qu'à Épinal, je ne sais pas si on a vu les résultats d'Épinal, donc Stéphane Viry l'emporte, ainsi qu'à Golbet, à Chantraine, aux Forges, chez lui, à Huxonnier, à Adol. Mais Taron, malgré son suppléant Cédric Axer, qui est le maire de la commune, encarté et donc représentant départemental de Horizon, c'est le RN qui arrive en tête, comme à Rambervillers et Certigny, ce sont des fiefs. Donc il y a vraiment une grosse disparité territoriale. Exactement. Alors, quand on regarde le revenu moyen des Tahonnais, qui est de moins 26% par rapport au revenu national, le RN est en tête à hauteur de 44%. Pour Rambervillers, on est à moins 34% des revenus moyens nationaux, et là, le RN est en tête à 49%. Donc il y a une coïncidence, en tous les cas, une concordance très nette entre le salaire moyen et le vote RN. Et donc l'extrême inverse, c'est Chantraine, avec des revenus moyens supérieurs de 40%. Et là, Stéphane Viry est en tête à 48%, et le RN n'est qu'à 27%. Alors on va parler des projections dans un instant, bien évidemment, mais avant cela, on va écouter les réactions qu'on a compilées donc, hier soir, un montage signé Anne Didier avec les réactions des 3 principaux protagonistes sur cette circonscription.
Que rien n'est fait, il reste un deuxième tour, il reste une semaine pour expliquer aux Vosgiennes et aux Vosgiens ce que c'est d'être un député qui doit être utile à son territoire. Un député, c'est pas uniquement un homme ou une femme qui va à Paris appuyer sur les boutons dans l'hémicycle. Moi, je vais continuer à faire du terrain, ce que mon adversaire Rassemblement National n'a pas fait. Je vais continuer à faire des réunions, ce qu'il n'a pas fait. Je vais continuer à être transparent. J'observe que M. François, lui, était même pas sur ses affiches. Je pense que les Vosgiens méritent un député de corps et de sang, avec peut-être des divergences d'appréciation, plutôt qu'un homme de paille. Tout est possible au second tour. Je pense que les électeurs de gauche vont pouvoir venir en renfort, je pense, pour le second tour, car ils sont victimes d'une politique de casse sociale par Emmanuel Macron. Et donc, s'ils poursuivent avec le député sortant en place, rien ne changera. On ira sous le terrain, on mobilisera encore nos électeurs là où ils se trouvent, et on ira convaincre aussi les électeurs qui ne sont pas mobilisés, qui sont peut-être restés dans l'abstention, parce qu'il y a une occasion historique aujourd'hui de renverser quand même la droite locale, qui a quand même abandonné ses électeurs. Nous sommes un peu déçus du résultat, bien sûr, mais on invite les personnes à ne donner aucune voix au Rassemblement national au second tour et à faire barrage à celui-ci pour qu'il n'accède pas au pouvoir. Voilà donc ce qu'on pouvait entendre hier soir. Élodie Derdel, est-ce qu'il y a un report de voix, est-ce qu'il y a une réserve de voix possible pour le RN et rattraper ce retard? Et est-ce que les électeurs de la gauche et du nouveau Front populaire pourraient créer une sorte de surprise en allant là où on ne l'imagine pas? Je ne le pense pas. La réserve de voix de Pierre François est minime. Il faudra qu'il convainque les abstentionnistes. Il le dit lui-même, il est tout à fait lucide. Je ne pense Mais il pas. parle quand même des électeurs de gauche qui peut surprendre quand même, hein. Il fait un petit appel du pied après quand on est en retard. C'est très étonnant parce que Stéphane Véry peut rappeler au bon souvenir de l'électeur de gauche qu'il est un enfant, si je puis dire, spirituel de Philippe Séguin. Donc La gauche, la le droite sociale. gaullisme social existe toujours et c'est, je pense, un des axes de sa campagne pour le second tour. Allez, on bascule sur la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié, avec, on va voir tout de suite les résultats, bien évidemment, avec, on l'imaginait, peut-être pas de cette ampleur, vous allez nous dire ce que vous en pensez, dans tous les cas, cette avance très très confortable, on a même un moment supposé, c'était ric-rac, que Gaëtan Dussaucet, le représentant du Rassemblement National, allait passer au premier tour, ballottage très très défavorable pour le coup, pour le député sortant David Valence. Oui, en fait, on n'est pas très étonné. Le soir du second tour en 2022, on pensait effectivement que la réélection de David Valence serait très difficile puisqu'il avait 342 voix à l'époque. 342 voix, c'est infime. Et là, effectivement, le fait d'être un élu sortant de la majorité présidentielle est un handicap. En pourcentage, il n'a absolument pas progressé. Oui, il a 30,84, 30,12 à l'époque. Voilà, et on voit un petit peu, forcément. Par contre, Gaëtan Dussaucet a pris 20 points de plus. Il est passé de 28% à 48%, ce qui est assez considérable. Rappelons qu'aux européennes, le RN, dans cette circonscription, avait frôlé les 46%. Il y a eu un effet vote utile, clairement, qui a été favorable à Gaëtan Dussaucet. Pour Emma Gatto, qui aurait pu effectivement... Qui était une des inconnues de ce scrutin dans la deuxième circonscription. Candidate très punchy, on l'a vu lors du débat, eh bien, elle n'a fait que 2,54%, donc c'est une très faible réserve de voix pour David Valence. On va regarder un petit peu les résultats dans certaines villes, notamment celle de Saint-Dié, effectivement, où le sortant, ancien maire de Saint-Dié, gagne de 12 voix, simplement. Là où il avait renversé la vapeur il y a 2 ans, c'est là qu'il avait vraiment renversé l'histoire. Défaite donc à Corcieux, à Fraise, à Raon-l'Étape, dirigée par un autre membre du Parti radical, Benoît Pierrat, à Moyen-Moutier, à Senones, Étival, avec des scores fleuves du RN. C'est vraiment une implantation globale sur la circo, hormis Saint-Dié-Ville. Tout à fait. Et la ville où il a déboulé en tête, c'est Édoual, où le revenu moyen est supérieur de 11% par rapport à la moyenne nationale. C'est bien là un maigre satisfecit. Et là où David Valence a d'ailleurs annoncé l'installation d'une caserne de gendarmerie prochainement. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. C'est pas impossible. Allez, on écoute les réactions, là encore saisies hier soir par notre équipe déodacienne, Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel. Et on discute un petit peu de l'après de cet entre-deux tours sur cette deuxième circonscription.
On est passé à pas grand-chose, mais en effet, je crois qu'il y a une envie de changement qui est très importante. Alors encore une fois, rien n'est joué, rien n'est fait. On a une élection dimanche prochain, dimanche 7 juillet, et tous ceux qui d'ailleurs se sont largement mobilisés avec une hausse de la participation assez exceptionnelle dans la Déodacie, dans les Vosges de manière générale, eh bien, je les invite à revenir dès la semaine prochaine et pour nous permettre de transformer l'essai, d'obtenir un député du RN. Une nouvelle élection commence ce soir, une élection où chacune et chacun va se demander s'il a vraiment envie de voir le Rassemblement national et le parti des Le Pen arriver au gouvernement de la France, s'il a vraiment envie de voir les droits des femmes contestés, s'il a vraiment envie de voir les droits des minorités bafoués, s'il a vraiment envie de voir la double nationalité remise en cause. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour les propositions que nous formulons et que j'ai formulées durant toute cette campagne. Je pense au soutien au pouvoir d'achat, au rétablissement de l'ordre dans les comptes publics comme dans la rue, à la maîtrise de notre politique migratoire. Tout ça, on peut le faire, mais évidemment, il faut un député du Rassemblement national pour siéger dans une majorité absolue aux côtés de Jordan Bardella. Beaucoup ont essayé de nationaliser cette élection, et je rappelle qu'elle se joue circonscription par circonscription. C'est un homme, une femme auquel on va devoir confier ses problèmes, auquel qu'on va devoir solliciter quand on est chef d'entreprise ou quand on est une commune pour accompagner un investissement. Il faut être sûr d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous, qui aime le territoire. Voilà, un mandat local, mandat national, éternelle question, Élodie Lardel. Chacun joue dans sa cour, j'ai envie de dire, dans cette histoire. Comment est-ce que vous vous projetez, vous, sur ce ballottage très défavorable pour le sortant? Alors effectivement, elle est très défavorable parce que même si la candidate Julie Xigola appelle à voter pour David Valence, la réserve de voix est très faible puisqu'elle n'a obtenu que 7312 suffrages. Le nouveau Front populaire est en recul de 2 points dans cette circonscription par rapport à il y a 2 ans. Et Julie Xigola, effectivement, je ne sais pas si on va voir quelques images, qui dès demain fera un point presse commun avec David Valence pour inciter les électeurs du nouveau Front populaire à reporter leur voix sur les scrutins, sur les bulletins de David Valence. On la voit là, Julie Xigola. Allez, on enchaîne avec la troisième circonscription, la plus petite des Vosges, 41 communes. On voit tout de suite le tableau des résultats tels que parvenus par la préfecture, avec un Christophe Negelen qui espère en son fort intérieur peut-être une réélection dès le premier tour. C'est pas passé loin, Élodie. Effectivement, ce n'est pas passé loin. La dernière fois, il était en tête dans 40 communes sur 41. Il n'y avait que Liezay, dans lesquelles il avait été battu d'une voix par Béatrice Pierrat. Là, il est seulement devancé dans 3 communes, Pouxeux, Vertru et Ramonchamp. Et Christophe Negelen étant très fort, en particulier à la Bresse et à Vintron, où le revenu moyen par habitant est supérieur à la moyenne nationale. Ouais, le non-alignement classique chez Christophe Negelen paye ce côté d'hiver-droite qui plaît à tout le monde finalement. Tout le monde s'accorde à dire qu'il fait le job sur le massif. Oui, même des électeurs de gauche ont probablement voté pour lui dès le premier tour. Et là, on remarque également que la gauche a stagné, elle n'a pas régressé, elle a stagné. Mais il y a eu effectivement certainement un vote utile en faveur de Christophe Negelen dès le premier tour. Avec 2 candidats face à lui qui étaient totalement inexpérimentés. Il y avait une sorte d'aveu d'impuissance sans doute des partis en mettant des nouveaux venus. On va écouter tout de suite les réactions de Christophe Negelen, de Pauline Fraisse, la candidate RN, et de Étienne Bachelard. C'est une progression faible, mais une progression quand même. Oh voilà, maintenant il va falloir retourner sur le terrain, aller à la rencontre des habitants de la circonscription, comme j'ai toujours fait. Mais c'est avant tout une belle reconnaissance du travail effectué depuis 7 ans. Comment vous vous projetez alors sur ce second tour? Je vais aller dans les communes dans lesquelles j'ai pas pu aller encore à la rencontre des électrices et des électeurs pour échanger avec eux, pouvoir discuter avec eux, et puis voilà. J'appelle tous les électeurs qui se sont mobilisés au premier tour à continuer à se mobiliser pour le deuxième tour. J'appelle également les indécis qui peut-être ne seraient pas allés voter au premier tour et qui ne souhaitent pas voir la coalition de gauche arriver en tête à l'échelle nationale, porter leur voix pour ma candidature. Comme on le disait, on n'est pas loin d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça peut se jouer à quelques députés près. Donc je dirais à tous les électeurs de ne pas prendre de risques et de porter leur voix pour ma candidature lors du deuxième tour.
on doit donner aucune voix au Rassemblement national sur notre circonscription. C'est vraiment un message clair, puisque les valeurs seraient en danger. Et éviter vraiment que le Rassemblement national accède au pouvoir avec la crainte peut-être de ne plus être dans un état de droit, que les valeurs d'humanisme et de progrès social ne soient plus respectées. Nous voulons aller aussi à la rencontre de M. Negelen, député sortant, pour lui faire part de nos préoccupations, qu'il puisse les prendre en compte et que nous puissions aussi peser. Voilà, chacun son rôle, évidemment, c'est assez classique. On enchaîne avec la 4e circonscription, celle de la Plaine des Vosges. Là encore très attendue. Élodie, on va voir les résultats en panneau pour s'apercevoir que Jean-Jacques Gaultier, député sortant, est en ballottage très défavorable par rapport à son concurrent Sébastien Habert du Rassemblement national. Gros écart. Hein. Gros écart. Alors, il était déjà en ballottage défavorable la dernière fois, mais là, les écarts se sont nettement creusés, puisque Sébastien Habert a progressé de plus de 21 points, et que Jean-Jacques Gaultier n'a progressé, si je puis dire, que de 10 points. Donc l'écart est assez colossal, presque 7000 voix rattrapées. Seul petit espoir, c'est qu'il y a peu de réserve de voix. Il y a quand même la candidate Reconquête. Et puis Sébastien Habert nous disait sur ce plateau hier soir qu'effectivement, il espérait aussi gratter quelques électeurs, y compris chez les abstentionnistes. Allez, on écoute les réactions de ces messieurs après ce premier tour. On savait qu'on ferait un score important. On ne s'attendait pas forcément à avoisiner les 50% dès le premier tour, ce qui est un résultat inédit dans notre circonscription, mais qui est de bon augure pour le deuxième tour, puisque nous allons, je pense, récupérer assez facilement ces 2%. En tout cas, je le souhaite. J'en appelle à la mobilisation de tous les électeurs, notamment la gauche modérée qui ne se reconnaît pas dans la coalition autour de LFI et de l'extrême gauche, et puis évidemment les électeurs Reconquête et les abstentionnistes aussi, qui, même si on a eu un taux de participation un peu plus fort, doivent encore se mobiliser au second tour. Les urnes ont parlé et les urnes ont grondé. La France est en colère. Simplement, le Rassemblement national n'a pas de solution pratique et concrète sur cette colère. Ils ont un discours populiste et démagogique. Ils surfent sur la colère des gens et ils s'en nourrissent. Moi, je suis 100% républicain, 100% indépendant, et je ferai tout pour m'opposer à cette montée du Rassemblement national qu'on a vu sur des circonscriptions voisines, très rurales comme la nôtre. Le deuxième tour ne sera pas facile, il n'est pas impossible, il n'est pas facile. Moi, je suis d'un tempérament sportif, j'aime le sport. Il y a une deuxième mi-temps à jouer, et je souhaite qu'on puisse aller vers la remontada et inverser la tendance, tout simplement pour éviter l'arrivée d'un député d'extrême droite sur l'ouest vosgien, ce qu'on n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, nous n'avons fait que 16%, alors qu'on avait le programme le plus établi de toutes les propositions. Malheureusement, ce n'est pas le programme qui a sensibilisé sur les votes. C'est une politique de colère, un vote incompréhensible. On répète l'histoire 80 ans plus tard, et je suis très inquiet pour l'avenir de ce futur gouvernement. Moi, c'est clair, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Ça, ce serait une erreur absolue. Le choix de la colère, le choix de la haine ne marchera jamais. Véritablement, aujourd'hui, le choix, il est très simple. Je l'avais indiqué, c'est je voterai pour le candidat qui sera contre l'extrême droite, donc dans le cas de la 4e circonscription pour Jean-Jacques Gaultier. Allez, quelques projections peut-être sur cette 4e circo où Jean-Jacques Gaultier a remporté quand même son ancienne ville en tant que maire de Vittel, mais pour le reste, on va citer Charmes, Mirecourt, Darney, Contrex, Bulgnéville, La Vosges-les-Bains, tout ça est passé aux mains du RN. Hein. Oui, alors Jean-Jacques Gaultier a certes gagné à Vittel, mais enfin de très peu de voix en réalité, et sa réserve de voix au sein de la gauche est faible. Elle ne sera pas suffisante puisqu'il faut combler presque 7000 voix de retard, et François-Xavier Veyne a fait justement moins de 7000 voix. Donc en admettant que tous les électeurs de gauche votent comme un seul homme pour Jean-Jacques Gaultier, ce qui ne sera pas mécanique forcément. Ce qui ne sera pas mécanique, il y aura forcément de la déperdition. C'est vrai que les réserves de Jean-Jacques Gaultier sont chez les abstentionnistes du coup. Exactement, alors où les trouver, sachant que les abstentionnistes sont peu nombreux, puisque c'est dans cette circonscription qu'on a le plus voté, à hauteur de 69%. Exactement. Alors, on va faire une analyse globale maintenant, mais maintenant qu'on a donné tous les résultats, Élodie, avec donc, on va rappeler que le RN a donc fait 42%, quasiment le même score qu'aux européennes, 0,1% près. Donc, RN très très bien implanté dans les Vosges. 10 millions de voix au niveau national, 4 millions il y a 2 ans, grosse progression, 8 millions à la présidentielle. Ça va faire un pactole, il ne faut pas l'oublier, de 20 millions d'euros par an pour le Rassemblement national, puisque chaque voix rapporte 0,64
€. Hein, C'est ça, et 37 000 € par élu. En tout cas, ils n'auront plus de dette auprès des Russes. Exactement. Projection 240 à 300 circonscriptions qui pourraient tomber entre les mains du RN. Là, je suis obligé de vous poser la question, totalement insolite dans la Ve République. Vers quoi on va? Si on a une majorité relative, que peut faire le président avec ce fameux article 8 de la Constitution? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, c'est lui qui choisit. On ne peut pas le lui imposer. Le Premier ministre, oui. Mais dans un régime parlementaire, la logique veut que ce soit une personnalité. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été élu aux législatives. D'ailleurs, Jordan Bardella n'est pas élu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est à lui de désigner cette personnalité. Et encore faut-il que cette personnalité ait la confiance. Alors, il n'est pas obligé techniquement de poser la fameuse question de confiance qui l'obligerait ainsi à présenter sa responsabilité devant les députés, et auquel cas il pourrait être renversé. Mais il devra faire un discours de politique générale. Et surtout, il devra éviter les motions de censure. Donc là... Sachant qu'aucune dissolution possible avant 1 an, même si le président démissionne, c'est important. Exactement, oui. Elle est là pour 1 an. Donc on est dans une situation totalement inédite. Et la question de savoir, c'est, s'il y a une majorité absolue, Jordan Bardella ira à Matignon. S'il y a une majorité relative, tout dépend de la relativité. Oui, relative forte. On a compris, Jordan Bardella disait, j'irai peut-être à Matignon si on a 260, 270, ce qui permettrait d'élaborer des alliances. C'est ça l'enjeu. Et où est le curseur? Et quelle va être l'attitude notamment des candidats charnières de centre droit, LR? Là, c'est totalement l'inconnu. Alors, certains parlent d'un gouvernement d'experts. On n'a jamais connu ça sous la Ve République. Et la question est de savoir qui oserait prendre un tel risque. En tout cas, quelqu'un qui n'ambitionne pas de carrière politique. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. On refera le point bien évidemment tout au long de la semaine dans le journal de Vosges Télévisions. On se donne rendez-vous dimanche avec Élodie Dernal, qu'on remercie encore pour faire une analyse cette fois complète et définitive après le 2e tour. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie, bien évidemment. On va envoyer tout de suite quelques actualités en bref compilées par Livia Buchler et Aurélie Colombel. Une grève de la faim pour que la justice soit faite. L'actualité en bref de ce lundi, c'est tout d'abord cette affaire qui ne semble pas avancer. Anne avait 29 ans quand elle est décédée le 10 juillet 2023 des suites d'une occlusion intestinale hémorragique, 3 mois après son admission au centre hospitalier Ravenel à Mirecourt. 1 an après, ses parents dénoncent toujours un médicament inadapté, des effets secondaires pas suffisamment pris en compte et un manque d'écoute du personnel médical. Florence et Bruno Baudonnel ont entamé cette grève de la faim à durée indéterminée pour leur fille qui souffrait de stress important et qui était suivie depuis l'âge de ses 20 ans, mais aussi pour éviter que cela ne se reproduise. Ils demandent une audition immédiate de l'ensemble du corps médical par la brigade de recherche de la gendarmerie de Neufchâteau chargée de l'enquête. La direction de l'établissement nous a indiqué que tous les éléments concernant la patiente ont été mis à la disposition des enquêteurs dans les semaines qui ont suivi le décès et qu'un protocole avait été immédiatement mis en place quand l'état de santé de la jeune femme s'est dégradé. Ses parents ont été reçus ce lundi matin par les responsables de l'établissement. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Icare, pour ses 50 ans, a posé ses voiles samedi dernier sous la Tour de la Liberté de Saint-Dié-des-Vosges. Le club de delta et parapente a partagé avec le public un demi-siècle d'histoire de cette association, créée au départ par des deltistes. Quelques fous volants dans la vallée de Tintru, les parapentistes sont arrivés ensuite, dans les années 80. Le club compte aujourd'hui 62 adhérents et 53 licenciés et dispose de 2 tremplins pour les deltas sur le massif du Camber, où utilise le spot renommé du Markstein. Si lors de cette journée on pouvait effectuer des vols en parapente virtuels sans risque, le club organisera les samedis 28 et 29 septembre à l'aéroclub de Remomex 2 autres journées d'initiation avec des baptêmes en parapente biplace. Vrombissement des moteurs et ses sirènes caractéristiques n'y trompaient pas. Les USA étaient à l'honneur vendredi dernier dans la Cité des Images avec le retour de la soirée Happy Night, une initiative portée par Épicentre, l'association des commerçants du centre-ville, qui a attiré des centaines de personnes dans les rues. Sur le thème du country, la soirée essentiellement destinée aux familles proposait de nombreuses animations, telles que le fameux défilé de véhicules américains, du rodéo ou encore un spectacle indien, entre autres.
Après une soirée américaine ensoleillée, place à une matinée pluvieuse pour la 13e édition de la braderie d'été des commerçants qui prenait place ce dimanche dans les rues d'Épinal. 160 stands sédentaires ou itinérants étaient attendus, mais beaucoup d'entre eux ont finalement préféré renoncer. Et on les comprend, en temps maussade, ce dimanche, tout le monde l'aura constaté, bien évidemment. Le lundi, c'est aussi jour de sport sur les antennes de Vosges Télévisions. Il n'y aura pas d'émission côté sport ce soir exceptionnellement. Par contre, Nicolas Brédard vous a compilé les infos sportives majeures qu'il fallait retenir de ce week-end. Allez, c'est parti. Au sommaire de ce lundi sport, le trail de la Vallée des Lacs fait peau neuve, le retour de l'Open Swim Stars à Gérardmer et un championnat de France super motard bien arrosé. C'était le grand rendez-vous du week-end, la 21e édition du Trail de la Vallée des Lacs qui a quitté cette année Gérardmer pour Xon-Rue-Longemer afin d'apporter un peu de nouveauté à ce rendez-vous majeur de la discipline dans les Vosges. Paris gagnant avec 2600 coureurs inscrits. Ici, ceux du format court de 24 km pour 1200 mètres de dénivelé positif, manche du challenge national de trail, gage d'un plateau de qualité et qui ont pu bénéficier le plus souvent de la fraîcheur des sous-bois pour découvrir ou redécouvrir le massif. Impression à l'arrivée. Déjà on a eu le beau temps donc c'est quand même très agréable et puis un beau parcours très varié, assez vallonné, moi qui suis plutôt entraîné dans les Alpes donc ça monte très fort et ça descend très fort, là c'est vallonné ce qui fait que c'est super agréable, c'est très beau. On vient souvent en vacances, on aime randonner dans le coin, on aime la région et c'était le petit challenge de l'année, une reprise. Autant de dénivelé, c'est une première pour moi, je suis plutôt satisfaite. Les coureurs des formats les plus longs ont été un peu plus exposés à la chaleur du jour, mais ont pu profiter d'un passage sur les chaumes, ici entre le Rheinkopf et le Honeck, sur le grand trail de 82 km pour 4300 mètres de dénivelé positif qui faisait son retour. La victoire est revenue aux Parisiens Camille Tominet et à Sophie Laurent, 18e du scratch. Sur le 43 km, nouveau succès pour Louis Thiebaud, après celui obtenu fin avril sur le Trail des Roches. J'ai passé une super matinée. Il fallait vraiment gérer la chaleur parce que c'était un point important aujourd'hui. Pas s'enflammer au début parce qu'il fallait rester dans sa zone de confort, on peut dire, pour pas exploser complètement à la fin avec pas loin de, je pense, 30 degrés là, à l'arrivée. Une ambiance lourde annonciatrice d'orage qui a entraîné l'annulation anticipée pour des raisons de sécurité de la course La Naturelle de Marie, longue de 13 km, prévue en fin d'après-midi. Rendez-vous toujours à Xon-Rue-Longemer le week-end prochain pour le Xterra France. Petite pause fraîcheur à quelques kilomètres de là, dans le lac de Gérardmer, pour l'Open Swim Stars, 4e étape de ce circuit national de nage en eau libre, avec une très belle affluence, 430 engagés, autant que lors de la précédente manche à Paris, sur des formats allant de 500 mètres à 5 km avec ou sans palme. À retenir notamment le doublé du triathlète spinalien Baptiste Lefort, ici à l'image, lauréat de la course de 2,5 km en un peu plus de 29 minutes, puis du 1000 mètres devant le Bresseau Baptiste Mougin et le Géromois Pierre Galland. Direction la piste de Mirecourt-Juvincourt pour terminer avec C'est une tradition, le championnat de France super motard organisé par le motoclub de Lunéville. Les quelques 200 pilotes engagés ont dû composer avec une météo très humide et des conditions parfois dantesques pour cette 4e étape qui a souri dans la plus haute catégorie S1 Elite à l'octuple champion de France Sylvain Bidard. Le Palois remonte ainsi à la 2e place du général à un point de Nicolas Cousin. Les deux hommes ayant profité de l'absence du tenant du titre Thomas Scherer en lice en Italie et qui a également perdu ce week-end la tête du championnat du monde. Voilà pour le résumé de l'actualité pour ce journal un peu spécial. C'était un vrai plaisir. Elodie, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté de droit d'Épinal, spécialisée dans le droit constitutionnel. On se retrouve dimanche prochain. On va rappeler que les 8 candidats devront avoir déposé leur candidature avant mardi 18h à la préfecture. Donc on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ce journal était réalisé par Jérémy Combe, que l'on salue. On vous donne rendez-vous pour un journal plus classique tout en images dès ce mardi. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous et allez les Bleus!